Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance virtuelle de questions et de réponses qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le PPU des Faubourgs. Je m'appelle Isabelle Beaulieu, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis également la présidente de cette commission et suis secondée par deux autres commissaires, mes collègues Mme Lou Basserge ainsi que M. Éric Cardinal. Nous sommes appuyés dans nos travaux par M. Pierre Goyer et Reynaldo de Freitas. Ils agissent à titre d'analyste de la commission. 5 représentants de l'arrondissement Ville-Marie sont avec nous pour répondre aux questions du public et de la commission. Ils se présenteront dans quelques minutes. Nous organisons cette séance d'information dans le cadre de la consultation publique portant sur le programme particulier d'urbanisme, le PPU des Faubourgs. Il s'agit d'obtenir des réponses à vos questions. Je vous rappelle que l'Office de consultation publique de Montréal est une organisation neutre. Les commissaires sont indépendants. Ils ne sont ni des élus ni des fonctionnaires de la Ville de Montréal. Tous les membres de la commission sont liés par un code de déontologie dont vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Le 9 septembre dernier, lors de la présentation de la consultation publique portant sur le PPU des Faubourgs, nous avons invité les citoyennes et les citoyens à nous envoyer leurs questions sur le projet. Nous avons reçu plus de 250 questions. Nous les avons toutes lues et regroupées en 7 thématiques. Le libellé exact des questions sera disponible sur notre site Internet et remis aux représentants de l'arrondissement. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons retenu des questions spécifiques. Les représentants de la Ville y répondront sous peu. Si vous nous avez envoyé une question, mais qu'à la suite du visionnement de la séance en cours, ainsi qu'à l'écoute des réponses de la séance du 29 septembre, vous avez l'impression de ne pas avoir obtenu une réponse à votre question précise, communiquez avec nous. Soyez assurés que la commission peut acheminer des questions complémentaires à la Ville. L'information et les réponses seront disponibles sur le site de la consultation. Je vais maintenant laisser les représentants de l'arrondissement Ville-Marie se présenter tour à tour. À vous. Bonjour, Charlotte Orny, urbaniste à l'arrondissement de Ville-Marie. Bruno Collin, conseiller en aménagement, chef d'équipe de la division de l'urbanisme également à l'arrondissement. Je vais le mentionner, on va être accompagné également de Jean-François Morin, chef de division de l'urbanisme, mais il va venir nous rejoindre. Olivier Légaré, conseiller en aménagement pour l'arrondissement de Ville-Marie également. Christophe Ripaud, chargé de projet à la direction de l'aménagement urbain et de la mobilité de l'arrondissement Ville-Marie. Merci beaucoup. Monsieur Collin, je vais juste demander tout à l'heure de parler plus fort parce qu'on a de la difficulté à vous entendre. Mais c'est bon. Alors, nous entamerons cette séance de questions-réponses avec des questions qui concernent l'habitation. Ensuite, on abordera l'économie, les équipements et les espaces publics, le patrimoine, la mobilité, le cadre bâti et finalement la mise en œuvre du PPU. Les questions seront lues par des analystes par des gens de l'Office et la Ville y répondra directement. Commençons par le thème de l'habitation. À vous. Alors, question de chez Émilie, maison d'entraide populaire. Qu'est-ce qui va être mis en place pour que les gens qui restent depuis de nombreuses années dans le quartier ne soient pas évincés de leur logement, comme c'est le cas actuellement? Je vais ouvrir mon micro. Alors, c'est sûr que c'est une préoccupation à laquelle on a essayé de répondre là, dans le PPU. C'est une vaste question qu'un simple document de planification ne peut pas entièrement résoudre. Il y a par contre, on a essayé de cibler les différentes stratégies. Donc, l'une des stratégies qu'on propose, c'est d'intervenir sur la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement pour favoriser à la fois une diversification dans la nouvelle offre de logement, mais surtout pour la question là, des évictions, de venir un peu restreindre les possibilités de transformer les logements existants.
Ça s'inscrit en fait en parallèle. Il y a dans une démarche qui a été menée par d'autres arrondissements là, dont vous avez peut-être entendu parler là, sur les rénovictions. Donc, il y a une première phase que l'arrondissement de Ville-Marie a mis en place, a présenté au conseil d'arrondissement au mois de juin, qui vient restreindre les subdivisions de logements, donc c'est-à-dire venir prendre un logement, évincer la personne qui habite dedans, puis le couper en deux. Donc ça, on est venu restreindre ça là, au début de l'été. Il y a une phase 2 de ce règlement-là qui va venir à l'automne. Donc en fait, on est même déjà dans la mise en œuvre du PPU, même en avance, là, mais ça concerne l'entièreté de l'arrondissement. Donc la phase 2 qu'on va concerner notamment les fusions de logements, donc, qui peuvent également entraîner des évictions. Juste pour clarification, donc la réglementation que vous avez en tête, ça se limite seulement à la transformation des grands logements? La première phase, c'était sur la subdivision des logements, donc passer d'un seul logement à deux plus petits logements. Parce qu'on a remarqué que c'était une des sources des évictions, là, des transformations de logements comme source d'éviction. Mais là, maintenant, on va cibler, par contre, dans une deuxième phase, les fusions de logements, qui sont également des sources d'éviction des locataires qui sont déjà présents. Merci. Prochaine question. Donc, nous avons une question d'Alain Arsenault. Suite aux recommandations de bon nombre d'acteurs lors de la consultation sur le règlement pour une métropole mixte, la définition de l'abordabilité sera-t-elle revue en fonction du revenu des ménages et non du prix du marché? Alors, c'est sûr que ce n'est pas l'équipe d'arrondissement sur le PPU qui s'occupe de ça. Donc, comme effectivement, le règlement pour une métropole mixte est passé à l'OCPM l'année dernière ou en début d'année. Puis là, pendant tout l'été, le règlement a été modifié et il va être présenté au conseil municipal cet automne. Donc, je sais pas. En fait, tout le monde, ça va être rendu public là à l'automne. Nous, on sait pas. On sait que effectivement, l'abordabilité, la nature de l'abordabilité, la définition, c'était un des grands enjeux. Donc, a priori, ils vont avoir modifié. Mais là, aujourd'hui, c'est pas encore rendu public. Donc, on ne le sait pas encore. Mais ça va arriver là à l'automne pour une entrée en vigueur en janvier 2021. Prochaine question. En dehors des pourcentages question de Anne Wolf, en dehors des pourcentages de logements sociaux et abordables prévus dans le règlement de la métropole mixte, quelles mesures seront prises pour garantir le maintien des logements abordables dans le quartier? En effet, le redéveloppement ne risque-t-il pas de faire pression vers le haut sur le prix des loyers dans le parc immobilier existant? Oui, en effet. Donc, c'est toujours un peu la question de l'impact des nouveaux développements sur le parc de logements existants sur lequel on a essayé de se pencher. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place très rapidement, donc même avant l'adoption du PPU, ces modifications réglementaires liées, comme ce qui est appelé liées aux rénovictions, là, dont je parlais tantôt, sur les subdivisions et les fusions de logements. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Ça ne préserve pas tant l'abordabilité que le logement comme tel, l'intégrité en fait, du parc de logement. Pour ce qui est de l'abordabilité, c'est sûr que c'est des questions de finances auxquelles on n'a pas, jusqu'à un certain point, on ne peut pas forcément jouer. Par contre, en dehors de l'application de la création de logements sociaux et de logements abordables qui sera obligatoire avec le règlement sur la mixité, il y a toujours des projets, là il y a d'autres projets de logements abordables et de logements sociaux qui sont déjà annoncés ou connus, puis d'autres qui vont s'en venir parce que la production de logements sociaux et abordables via l'inclusion, via le règlement sur la mixité, c'est une chose, mais il y a toujours d'autres projets comme nous, dans le secteur des faubourgs, ce qui est déjà connu, c'est par exemple l'îlot voyageur,
qui sera redéveloppée par la Société d'habitation et de développement de Montréal, la SHDM. Donc, on sait qu'il y aura une part de logement abordable, une part de logement social dans ce développement-là. Dans l'hôpital de la Miséricorde, la ville, en fait, s'affirme en faveur d'un redéveloppement mixte, incluant du logement social sur ce site-là aussi. Il y a tous les différents projets là, portés par les groupes les OBNL en logement social qui ont toujours en fait des sites et qui sont soutenus et accompagnés par la ville. Donc, c'est ça, il y a toujours... Voilà. C'est bon. La prochaine question. Oui, nous avons une question de Sylvie Chamberlain. Nous aimerions savoir quelles mesures spécifiques allez-vous entreprendre pour favoriser une mixité et une cohésion sociale? Quel budget prévoit la Ville pour supporter les organismes communautaires qui œuvrent déjà dans le secteur et qui risquent de se retrouver avec une hausse des problématiques qui découleront des développements? Itinérance, mesures alimentaires pour les écoles, les personnes seules et mesures d'aide pour faciliter l'accès à l'alimentation pour les personnes défavorisées. Alors, c'est une grande question. Donc, c'est ça, la Ville a déjà tout un tas de programmes pour soutenir les organismes communautaires. Donc, il y a déjà beaucoup de subventions là, et d'aide au fonctionnement pour les organismes dans le secteur des faubourgs. Il y a notamment tout le volet de sécurité alimentaire là, qui est déjà soutenu. Qui est encouragé. Il y a une RUI actuellement qui était donc un programme, la revitalisation urbaine intégrée, qui a notamment fait en sorte qu'il y avait au parc Walter Stewart, il y a eu une serre là, qui a été créée. Donc, il y a déjà un accompagnement et un soutien là, aux organismes qui va perdurer. Ensuite, nous, ce qu'on propose notamment là, pour que le nouveau secteur contribue également à cette cohésion sociale-là. On prévoit déjà dans chacun des 3 sites, donc Molson, Radio-Canada et Porte-Sainte-Marie, on prévoit des équipements communautaires. Donc, la nature de ces équipements, des équipements, en tout cas municipaux, donc ça pourrait être communautaire, ça pourrait être des équipements culturels, ça pourrait être des équipements sportifs, mais la nature n'a pas encore été définie, mais ces emplacements-là sont déjà comme réservés. Et donc, ils pourront répondre là aux besoins de la future population, mais de la population existante, parce que, par exemple, dans Faubourg-Québec, on n'a aucun équipement municipal là, en termes communautaires ou un équipement collectif. Donc, un développement sur Molson, l'équipement qui sera sur le site de Molson va également desservir la population de l'Est du Vieux-Montréal et de Faubourg-Québec. Donc, on pense que ces nouveaux équipements vont desservir un peu le bassin de population déjà présent. Voilà. Donc, juste pour une précision, sur ces 3 grands sites en redéveloppement, c'est confirmé qu'il y aura des équipements municipaux, certainement. Oui, nous, c'est ce qu'on appelle des pôles civiques, c'est-à-dire qu'on a travaillé en partenariat avec la CSDM, donc la commission scolaire, le centre de services scolaires désormais, puis on a réservé 2 sites sur le site de Radio-Canada, puis sur le site de Molson. Il y a des ententes, là, ça fait partie ou ça va faire partie d'ententes avec les propriétaires. Puis, ce que l'approche, c'est que une fois les terrains réservés serviraient à une mutualisation d'équipements, donc une école avec un équipement municipal. Oui, non, la seule clarification que j'essayais d'avoir, c'est c'était des ententes à négocier ou c'était déjà certain par rapport à la question des citoyens qui s'inquiètent de ça. C'est à négocier ou c'est sûr? Pour le site de Molson, c'est négocié, c'est sûr. Le terrain fait partie de l'entente qui a été signée en 2019, qu'on peut retrouver sur le site de l'OCPM. Pour les 2 autres terrains, peut-être que mes collègues pourraient compléter. C'est en cours, en fait, dans le cas de Radio-Canada, mais
c'est en définition, disons. Puis dans le cas de Prével, on peut dire un peu la même chose. Le développeur, autant que la ville, veulent qu'il y ait une composante de cette espèce-là. Alors, merci. La prochaine question. Est-ce que... Louba, tu avais une question? Oui, je voulais simplement revenir sur la question des budgets. On parle d'équipement, mais si je comprends bien, il n'y a pas de budget additionnel pour les groupes qui sont déjà dans le quartier. Avec le PPU, il n'y a pas de budget additionnel, non, qui viennent avec le PPU, mais ça ne veut pas dire que il ne va pas y avoir de. En fait, les budgets s'adaptent aux besoins, donc s'il y a de nouveaux besoins, il y aura de nouveaux budgets. Pour l'instant, comme par exemple, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des pôles d'intervention déjà existants qui facilitent, dans le but de faciliter la cohabitation entre les populations marginalisées, l'itinérance, etc., et les riverains, donc autant les commerçants que les résidents. Alors, ça, c'est des pôles d'intervention qui sont existants, mais on pourrait en développer d'autres ailleurs sur le territoire si jamais les besoins s'en faisaient sentir, là. Donc, c'est une adaptation constante, là. Merci. Prochaine question. Question de Éric Michaud au nom du comité Logement Ville-Marie. Le projet de PPU vise notamment à, je cite, créer de nouveaux logements sociaux abordables et familiaux. Fin de citation. On peut lire en page 27, je cite, dans les 3 grands sites à requalifier, Radio-Canada, Molson et Porte-Sainte-Marie, l'intégration de logements sociaux abordables et familiales sera favorisée. Étant donné le potentiel de nouveaux logements établis pour le secteur en requalification, environ 7 500, l'application des ratios prévus dans le projet de règlement pour une métropole mixte permet d'estimer que ce secteur pourrait accueillir 1 500 logements sociaux. Fin de citation. La Ville de Montréal peut-elle nous indiquer la distribution approximative, en termes quantitatifs, des 1 500 logements sociaux prévus au PPU dans le secteur sur chacun de ces 3 grands sites, Radio-Canada, Molson et Porte-Sainte-Marie? On pourrait faire le décompte. C'est que ces chiffres-là sont des estimations en fonction du potentiel immobilier qui a été établi. Donc, on pourrait redécouper l'estimation, mais il faudrait... il y a un certain calcul à faire, là. On pourrait peut-être déposer ce calcul-là sur le site de l'Office. Mais c'est surtout que le calcul est basé sur le 20% sur le pourcentage qui serait appliqué par le règlement pour une métropole mixte. Donc pour Molson, donc c'est-à-dire 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables, et à l'intérieur de tout ça, un certain nombre de logements familiales. Là, je ne sais plus ce qui serait proposé, mais en gros, ce serait que les termes du règlement, donc le règlement qui va être adopté prochainement, ce seront ces termes-là qui seront appliqués là, pour Molson, puis pour le site des Portes Sainte-Marie à l'est du pont. Puis pour Radio-Canada, il y a déjà un accord de développement qui avait été signé en 2017 et qui prévoyait la réalisation de 20% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Je ne sais pas si c'est mes collègues, là, est-ce que c'est quelque chose qui va demeurer comme ça ou... Mais ça avait déjà été signé donc, il y a 3 ans. Oui, c'est tel quel. C'est en cours les pourparlers sont en cours, mais on se maintient avec ces proportions. Alors, juste pour, si c'est possible, selon juste les estimés, parce qu'on est dans des prévisions et dans des estimés, si jamais vous pouvez faire un petit décompte par site, ça fait combien, et que vous pouvez nous l'envoyer pour qu'on le mette sur le site, bien, on le prend bien. Mais on sait que c'est des estimés. Alors, prochaine question. Question d'Alain Arsenault. Tenant compte que les loyers ont augmenté de 30% dans Ville-Marie dans les 5 dernières années, quels moyens la Ville envisage-t-elle pour atténuer la hausse des loyers pour les résidents actuels qu'entraînera inévitablement l'augmentation des valeurs foncières dans le secteur?
Alors, on en revient encore à la question de l'augmentation des valeurs foncières. C'est sûr qu'il y a jusqu'à un certain point, c'est des choses qui sont là, qui existent. Puis les valeurs foncières, c'est la manière de calculer du service des finances, là. Puis il y a aussi, en tout cas, c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément de prise, sur lesquels on n'a pas forcément de prise. L'augmentation des loyers, etc. Il y a des lois, il y a la loi sur la régie du logement qui impose une augmentation, qui limite l'augmentation annuelle des loyers et dont on peut faire appliquer là, cette loi-là. Nous, ce n'est pas notre rôle à l'arrondissement de faire appliquer cette loi-là, mais elle existe, puis comme toute loi, on doit s'y tenir. Nous, encore une fois, dans le cadre de nos champs de compétences, on a regardé même avec le service de l'habitation ce qui était possible de faire sur l'impact que les grands projets pouvaient avoir sur le parc de logements existant. Et c'est là, en fait, qu'on en est arrivé avec la question des modifications réglementaires sur la réglementation d'urbanisme, qui vise à prévenir l'érosion du parc de logements abordables, c'est-à-dire l'érosion du parc de logements existants. Donc, on est arrivé avec notamment un règlement qui finalement s'applique à l'ensemble de l'arrondissement, qui est le règlement sur les rénovictions, dont on a eu une première phase en juin, puis on va avoir une deuxième phase là, cet automne ou bientôt, qui va en tout cas restreindre ou limiter ou encadrer les transformations de logements, que ce soit des fusions de logements ou alors des subdivisions de logements. Donc, pour les loyers qui ne sont pas rénovés, dont les propriétaires ne veulent pas rénover, il n'y a rien il n'y a pas une politique ou une stratégie de développer pour faire face à la pression des loyers dans les marais? En fait, c'est ça, la ville de Montréal n'a pas de prise n'a pas de compétence vraiment sur les loyers privés, sur le coût des loyers, les loyers privés. Ça relève de la loi sur la régie du logement qui encadre l'augmentation des loyers, donc qui la limite déjà d'année en année. Il y a un certain pourcentage en fonction des travaux qu'on fait dans les logements, en fonction de l'évaluation, de la hausse de taxes municipales, etc. Donc ça, c'est déjà encadré par la loi sur la régie du logement et ça ne relève pas des compétences de la Ville de Montréal. Par contre, c'est des choses qui préoccupent évidemment la Ville, tout le parc privé, tout le parc de logements privés. Et c'est pour ça notamment que le règlement sur une métropole mixte inclut un volet de logement abordable et non pas seulement un volet social, mais un projet du logement abordable privé. Mais évidemment, ça concerne les nouveaux logements, donc la création de logements, et non pas le parc de logements existant. Là, c'est plus difficile à intervenir en fait sur ce parc de logements-là. D'accord. Prochaine question. Question de M. Charles Nadeau. Avec le vieillissement du parc locatif montréalais, de nombreux logements ne répondent plus aux normes de salubrité. Malgré des visites répétées de la part des services d'inspection de la Ville de Montréal, de nombreux propriétaires ne procèdent pas aux modifications requises dans des délais raisonnables. Est-ce que le service d'inspection de la Ville de Montréal entend se doter d'une stratégie à long terme afin de lutter efficacement contre l'insalubrité? Alors, la salubrité, c'est à la fois l'arrondissement, donc il y a des inspections dans les arrondissements, mais il y a effectivement le service de l'habitation qui a une politique là, sur l'insalubrité, puis qui pourrait peut-être, on pourrait peut-être faire des demandes là pour référer plus précisément les documents officiels là, qui sont en ligne. Je sais qu'il y a eu un gros investissement récemment pour embaucher de nouvelles personnes, de nouveaux inspecteurs, inspectrices pour aller faire ce travail-là d'aller identifier tous les logements
insalubres. Alors, c'est ça. Mais pour plus de détails, on pourrait peut-être vous référer les documents précis. Merci. Alors, je tiens aussi à rappeler à tous les gens qui écoutent cette présentation que dans une autre séance en soirée du 29 septembre, la Ville va aussi répondre à d'autres sujets sur l'habitation. Et tout ça, ce sera sur le site de la consultation. Nous allons maintenant entendre des questions concernant l'économie. À vous. Oui, question de Sébastien Caron. Plusieurs personnes s'inquiètent de l'état présent du village, une destination touristique nationale et internationale. De très nombreux locaux sont vacants et délabrés. Les façades des immeubles commerciaux sont en décrépitude et les loyers sont exorbitants. Tout le monde sait que cette situation date de bien avant la pandémie. Les commerçants et les résidents ont travaillé très fort depuis des années pour revitaliser le quartier. Les trottoirs et la chaussée sont à refaire, le mobilier urbain est pratiquement inexistant et le parc derrière le métro Baudry est laissé à l'abandon. Pendant ce temps, ailleurs en ville, on refait la Plaza Saint-Hubert au grand complet. La rue Mont-Royal se dote de saillies de trottoirs fleuris, sans parler de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Comment le PPU des Faubourgs répond-il à ces enjeux? Le PPU, justement, prévoit quand même une revitalisation, toute la revitalisation, la requalification d'un secteur qui est aux abords. D'ailleurs, l'état un peu difficile de la rue commerciale Sainte-Catherine dans le tronçon, principalement entre Papineau et, peut-être plus que Papineau en fait, mais Papineau et je sais pas moi, Berry, est un peu déficient depuis la construction de la nouvelle maison de Radio-Canada. C'est pas compliqué. À l'époque, il était attendu que ça revitaliserait davantage la rue Sainte-Catherine, mais ça, on le sait, ça a eu l'effet inverse. Bon, pour la bonne et simple raison que le secteur était vidé de son activité naturelle. La reconstruction du quartier va donc aider. Mais dans le PPU lui-même, on propose également d'établir une solution permanente pour la rue Sainte-Catherine dans ce tronçon-là, au niveau de l'aménagement, justement. Mais c'est un travail qui est à faire, mais ça fait partie du programme proposé que de cesser l'état intérimaire là, de la rue piétonnière durant l'été avec des aménagements temporaires et d'affronter le problème une fois pour toutes et de faire un aménagement qui est plus pérenne, qui est plus permanent et qui soit aussi bon l'hiver que l'été. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que ça fait partie donc du programme du PPU. Merci. Prochaine question. Question de Au coup de pouce Centre-Sud. Pourquoi ne pas consolider les artères commerciales importantes comme la rue Ontario et miser sur les milieux de vie existants en favorisant les commerces de proximité répondant aux besoins de base, se nourrir, se vêtir, etc., plutôt que de créer de nouvelles artères désincarnées? Tu veux y aller, Bruno? Vas-y. On peut partager, mais je voulais juste dire qu'en fait, pour le moment, nous, on vise beaucoup sur la consolidation, au contraire, des artères commerciales existantes. Et dans la partie du quartier à requalifier, compte tenu qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'usagers, travailleurs et résidents additionnels dans ce secteur-là. Donc, il y a également une desserte locale qui soit prévue là. Donc, on ne propose pas d'ajouter d'artères commerciales. La rue Notre-Dame, qui a historiquement eu un caractère commercial, en reprendrait peut-être un peu. Mais évidemment, l'idée, c'est d'ouvrir la porte à ce qu'il puisse y avoir une desserte locale. Dans le cas de la rue de la Gauchetière et du site de Radio-Canada, c'est un peu la même chose, en fait, qui est visée. Puis là, il pourrait peut-être y avoir certains équipements commerciaux qui ne se retrouvent pas dans le quartier
par le fait que le souterrain de l'ancienne maison de Radio-Canada offre des grandes possibilités pour des services commerciaux genre une grosse quincaillerie, Canadian Tire ou quelque chose de même. C'est l'exemple qu'on donne toujours, mais en fait, c'est donc l'idée. Alors, l'idée, c'est pas d'ajouter des artères commerciales, c'est vraiment de consolider, d'assurer une desserte locale partout. Juste une question de précision. Les souterrains de Radio-Canada, qui peut en décider la vocation? Uniquement le promoteur privé ou il doit s'entendre avec la ville? Ben, il doit s'entendre sur de nombreux paramètres. Par exemple, nous, on a établi dans le programme que tout établissement commercial doit avoir un accès direct à la rue. Alors, déjà, en partant, ça limite certaines choses qu'on pourrait imaginer comme développement. Mais par ailleurs, effectivement, c'est au propriétaire d'imaginer ce qu'il peut faire avec son site, mais à l'intérieur des balises permises. Il y a aussi des éléments d'obligation d'occupation du rez-de-chaussée commercial. Je veux dire, il y a des niveaux qui sont interdits et il y a aussi des niveaux qui sont en quelque sorte forcés par la réglementation. Donc, le promoteur n'a pas vraiment avantage à installer des locaux commerciaux s'il est déjà forcé d'en installer quelque part. OK. Merci. Alors, nous allons passer aux questions sur les équipements et l'espace public. Des questions à cet égard vont être aussi posées dans l'autre séance du 29 septembre. Alors, maintenant, ce sera une question en anglais. La prochaine question? Oui, question de Joanne Simpson. Our new condo building is on Rue Square Amherst, at Attican between Ontario and Sherbrooke. We understand that there is a municipal project to make our square and neighborhood generally more pedestrian-friendly, safe, and green. Is this still the plan? Can we get more information about the timing for this plan? Il s'agit donc de la question, si je peux la résumer, il s'agit que la rue du Square Amherst, il y aurait un souhait voulant que la rue du Square Amherst soit plus un format partagé et piéton-friendly, si je peux m'expliquer. Oui, c'est ça, à Tatakel, entre Ontario et Sherbrooke, donc plus pedestrian-friendly, safe and green, et puis le timing de ce plan. OK. Peut-être, Monsieur Ripaud, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Je pense que toute la question, c'est une question qui relève beaucoup du plan local de déplacement. Je ne sais pas s'il y aurait un peu plus de... Si je comprends, excusez-moi, si je comprends bien la question par rapport à la rue du Square Amherst, donc la rue qui est au nord de l'ancien marché Saint-Jacques. Il y a effectivement la volonté que cette rue soit davantage piétonnisée. Donc, il y a un projet qui est en train qui est en cours d'étude. Il n'a pas encore été présenté parce qu'en raison de la pandémie, le chantier du promoteur qui est au nord de la rue du Square Amherst a été décalé dans le temps. Donc, on attendait la livraison des condos. Donc, ça arrivera un peu plus tard. Donc, c'est un projet qui pourrait se développer plutôt en 2022 qu'en 2021 maintenant. Et donc, on reviendra auprès des riverains pour en faire état. Merci. Alors, prochaine question. Question de Ariane Clavé-Gaumont. L'aménagement d'une plage ou d'un accès à l'eau, autant pour la baignade que pour les petites embarcations sans moteur, fait-il partie des réflexions sur le PPU? Sinon, pourquoi? Le projet étant en bordure du fleuve, ce serait une très belle occasion de redonner accès à l'eau aux résidents de notre belle île. La réponse, en fait, est très plate, là, je veux dire. La majeure partie de cet espace est occupée par le port de Montréal qui a des infrastructures lourdes et très utilisées. Et l'autre portion est du vieux port de Montréal. Donc, ce sont des entités administratives sur lesquelles on a une prise très limitée. Mais une passerelle panoramique est tout de même
proposé afin de relier le futur parc Summer, la promenade de la commune, avec les aménagements du Vieux-Port qui, eux ont travaillent sur des accès plus directs à l'eau. Donc, il y a un lien avec l'aménagement du Vieux-Port qui est proposé, quand même. Merci. Alors, prochaine question. Question de Marianne Sabounian. En ce qui concerne le projet Renouveau Parc Summer, avez-vous consulté la Société du Vieux-Port de Montréal, notamment en raison de leur proximité du parc proposé? Si oui, quels ont été les résultats de vos discussions? Comment allez-vous intégrer de façon stratégique les activités et nombreux événements du Vieux-Port aux activités du parc Summer, tout en assurant la sécurité du quartier et des résidents et l'accessibilité aux touristes et visiteurs? Tenant compte aussi que les parcs de l'arrondissement, par exemple Parc Îlot du Square Vigée, Parc Émilie-Gamelin, sont déjà très préconisés par les personnes en situation d'itinérance qui sont toujours très présentes sur les lieux, ainsi que les personnes pour les activités illicites. Compte tenu du programme déjà surchargé du SPVM, est-ce qu'une surveillance externe, privée, sera prévue? On n'est pas rendu là, en fait, mais au niveau de ce détail-là. Mais ce qui est certain, c'est que l'aménagement de ces espaces-là est lié au développement qui est proposé au pourtour. Et il y a un lien direct entre les deux. On pense que la densification, un des objectifs en fait, une des certitudes qu'on a, c'est que la densification du quartier, du secteur à requalifier, va rendre plus habiter, plus occuper les espaces publics existants et les espaces publics proposés, et ce faisant, les rendre également plus sécuritaires. Les parcs très fréquentés ne sont pas réputés pour être des parcs où on a des problèmes comme ceux qu'on a notés pour le square Vigée. Et Vigée, c'est directement lié au fait qu'il était aux abords de l'immense secteur à requalifier, qui se caractérise justement par un vide urbain très, très important. Et donc, la nature a horreur du vide. Quand la population abandonne un quartier, évidemment, il y en a un autre qui l'occupe, en fait. Le fait est que ce n'est pas l'idée de remplacer une population par une autre, mais c'est d'assurer l'autocontrôle social des espaces publics. Puis les espaces publics doivent être très occupés par la population. Alors, on pense que ces parcs ajoutent. Puis en plus, je voulais aussi dire que le parc Summer, son programme et sa destination, son objectif n'est pas du tout le même que le parc du Vieux-Port, qui est un parc métropolitain, qui a un caractère métropolitain et qui a des activités d'ailleurs qui s'y apparentent, qui est géré par un organisme parafédéral, paragouvernemental, je veux dire. Puis donc, le parc Summer, ça va être un parc municipal de quartier, mais évidemment de quartier plus large, là, pas de quartier très, très, très local, mais pour le centre-sud. Alors, donc, nous, on est assez confiants que la densité d'occupation du sol autour va favoriser des espaces publics qui sont vivants de qualité sécuritaire. Voilà. Merci. Alors, prochaine question. Question de Marie Bourbeau. Comment se fera le projet d'agrandissement du parc du Pied du Courant en incorporant la chute à neige et ou la friche? Avez-vous déjà obtenu l'accord du MTQ? Vas-y, non. Non, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est effectivement d'aller chercher, de continuer à occuper la chute à neige comme c'est le cas actuellement, donc du côté ouest du parc Pied du Courant, donc avec des aménagements plus estivaux, puis d'aller chercher de l'autre côté est du parc, la friche, qui était jusqu'à présent occupée, aménagée par un groupe citoyen. Par contre, comme on a pu le constater depuis l'année dernière, c'est occupé par le chantier par le MTQ pour son chantier
enfin ces différents chantiers en fait. Et étant donné les chantiers qui s'en viennent, c'est-à-dire la réfection du tunnel Ville-Marie, et puis nous, ce qu'on propose dans le PPU, le réaménagement du boulevard Ville-Marie, on peut s'attendre à ce que ce terrain, cette friche, soit encore occupé par le chantier, enfin par les roulottes de chantier, etc., du MTQ pendant un certain temps. Alors, c'est sûr que l'agrandissement du parc n'est pas à court terme. Là. Je ne sais pas si, pour ce qui est des discussions réelles, enfin complètes avec le MTQ, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Oui, juste dire qu'effectivement, en complément, c'est que le MTQ a encore de nombreux chantiers dans le secteur, notamment avec le tunnel Ville-Marie. Et donc, pour l'instant, le MTQ préfère garder les quelques terrains qui lui restent pour pouvoir les utiliser éventuellement pour ses fins techniques. Mais la vocation à terme, qui est inscrite dans le PPU, d'en faire un espace vert, pour l'instant, n'a pas été encore totalement validée avec le ministère. Mais quand on en avait discuté avec le ministère, ils n'étaient pas fermés à cette option-là à long terme, et une fois qu'ils auraient une vue plus claire aussi sur ce qu'ils faisaient de la rue Notre-Dame. D'accord. Prochaine question. Oui. Camilia Zaki demande: est-il prévu d'avoir des centres de la petite enfance dans le nouveau quartier des Lumières? Il est important que les CPE soient privilégiés. Les écoles primaires prévues sont-elles sous le modèle des écoles alternatives? Y aura-t-il une école secondaire? Alors, CPE, école primaire, école secondaire, où en êtes-vous? Bruno semble parler, mais je vais dire, en fait, en ce qui concerne les CPE, je pense qu'on est dans un stade assez prématuré dans le développement de ces 3 sites-là pour déterminer la présence de CPE. Une chose est sûre, ils sont autorisés de plein droit et ils vont certainement, je douterais beaucoup qu'aucun des promoteurs de ces sites-là n'ait pas dans ses cartons de faire des CPE sur ces sites-là. Je ne veux pas m'avancer non plus pour eux. Puis pour compléter, pour les écoles, nous, on s'est fié à l'étude de la commission scolaire de Montréal, donc pour le secteur. Puis, étant donné qu'on a déjà un certain nombre d'écoles primaires dans le secteur des faubourgs, qui a l'école Pierre Dupuis, donc l'école secondaire, qui n'est pas à sa capacité maximale. Étant donné le nombre de nouvelles personnes qui pourraient s'installer dans le secteur, la commission scolaire a estimé qu'il y aurait un besoin pour 2 écoles primaires, mais qu'il n'y aurait pas de nécessité, là, pour l'instant, d'écoles secondaires. Donc, c'est pour ça que nous, on a essayé de prévoir ça. Donc, une dans le site de Molson et une dans le site de Radio-Canada. Puis pour ce qui est des écoles alternatives versus pas alternatives, ça appartient à la commission scolaire. Nous, on n'a pas de prise là-dessus. Là. Je ne sais pas comment ça se passe. Je veux pas... simplement, après avoir une discussion avec le CSSDM, il n'y a pas d'intention de mettre une école alternative. La priorité est de répondre aux besoins d'école primaire, comme disait Mme. D'accord, merci. Est-ce que je pourrais poser une question? Sur la question des CPE, est-ce que c'est au promoteur de décider que je vais entamer le processus de mettre sur pied un CPE ou le processus d'application? Peut-être vous pourriez clarifier, c'est à qui, comment? Si j'ai bien compris, c'est le promoteur qui va décider. Je pense que c'est comme un propriétaire avec des locataires. Je ne sais pas comment... c'est le propriétaire qui va pouvoir louer ce sont des projets privés, mais M. Légaré a bien mentionné que c'est de plein droit de toute façon. Les CPE sont des projets privés. Il faut que ce soit un groupe qui s'organise de demande Internet et se trouve en local. Donc, OK, parce que la question est vraiment CPE versus garderie. Alors, je voulais simplement clarifier le processus.
Ça appartient aux parents qui s'organisent en CPE ou en garderie privée. C'est ça, les deux sont des groupes privés qui viennent demander là, un certificat d'occupation à l'arrondissement, puis sinon qui se cherchent un local et qui... Donc, nous, on n'a pas vraiment de prise là-dessus. Là. C'est un processus hors ville. Et puis peut-être en complément, dire aussi que les CPE nécessitent pas forcément des locaux spécifiques, contrairement aux écoles ou aux gymnases ou aux pôles civiques. Donc ça, il faut réserver ces espaces-là. Par contre, des CPE peuvent s'implanter dans des rez-de-chaussée de manière plus facile. On le voit d'ailleurs actuellement. Donc, il n'y a pas besoin de réserver des locaux particuliers pour le faire après. Merci. Prochaine question. Question de Guillaume Lenigin. Quel type d'équipements collectifs et communautaires sont envisagés à l'endroit du prolongement de la rue de la Gauchetière, au coin de la rue de la Visitation? Si c'est une école, y aura-t-il des fonctions secondaires? Est-ce qu'une piscine de 50 mètres pourrait être envisagée sur le site? L'idée pour les deux écoles qui sont proposées dans le territoire à requalifier, c'est d'avoir justement des équipements qui peuvent servir à la fois aux citoyens à la ville, en dehors des heures scolaires. Mais la définition de ces équipements-là n'est pas encore définie. Mais c'est ce qui est projeté au coin de la Gauchetière et de la Visitation, aussi bien que sur le site de Montcalm, là, de Molson. D'accord, merci. Prochaine question. Question de Kevin Leduc. Je suis un résident du centre-sud de Montréal. J'ai vécu à Griffintown avant de déménager ici. Là aussi, il y a eu un très beau PPU finalisé en 2013. 7 ans plus tard, on ne peut qu'être partagé devant les résultats de ce programme. Il y a des lacunes profondes au niveau de ce quartier-là. Aucune école primaire avant 2023, aucune bibliothèque, aucun centre sportif, aucune piscine, aucun centre culturel, etc. Et ce, entre autres, à cause de l'absence totale de réserve foncière municipale dans le quartier. Quelles leçons tirez-vous de l'expérience de Griffintown dans l'élaboration du présent PPU? Et quelles stratégies la Ville pense-t-elle déployer pour éviter les mêmes problèmes? Justement, les leçons qu'on a tirées de Griffintown, on peut mentionner les 3 grands parcs qui sont réservés sur les grands sites. Il y a les 3 locaux, les 3 emplacements de pôles civiques et écoles primaires. On peut aussi mentionner le projet de la SHDM. Il y a aussi il y a un droit de préemption sur la quinzaine Rubber pour encourager le maintien des activités de type artistique et de type emploi. Je n'ai pas de référence de page directe, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs éléments de réponse dans le document de PPU à cette question. Prochaine question. Question de Philippe Chartier. Où pourrait être implanté le centre communautaire LGBTQ+. Moi, je ne veux pas comment dire, c'est une discussion qui a déjà lieu au niveau communautaire avec un service de la ville. Des sites sont à l'étude. Je ne sais pas si la nature privée me permet de révéler les sites en question. Mais le processus entre le milieu et la ville est déjà en cours et bien enclenché. Alors, je vais juste me permettre de pousser notre chance un peu. Si jamais quelques informations sont partageables, on va vous demander de nous les envoyer. Vous verrez si c'est partageable selon vos travaux. Mais je note. Prochaine question. Oui. Xavier Santerre demande: avez-vous pensé à une stratégie pour assurer la plantation du nombre d'arbres avancés dans le PPU des faubourgs? Parallèlement, plusieurs interventions proposées supposent le retrait d'arbres publics plus ou moins matures. Comptez-vous les replanter dans les secteurs qui en ont le plus besoin, par exemple l'est du quartier?
Bah, oui, les plantations qui sont proposées dans le PPU des faubourgs, c'est une orientation, puisque le PPU des faubourgs est un exercice de planification, donc c'est une proposition sur le long terme. Ça doit tenir compte d'un élément principal, c'est la vitesse à laquelle la ville, que ce soit l'arrondissement ou la ville-centre, réalise des travaux sur les rues existantes. Et puis, évidemment, pour les rues futures, bah là, ça va être des discussions que l'on aura avec les promoteurs qui détiennent les terrains pour définir des programmes d'aménagement de ces rues qui, effectivement, permettront de réaliser des plantations d'arbres et du verdissement. Pour ce qui est de la replantation d'un certain nombre d'arbres matures, bah ça, c'est un objectif qu'on essaye toujours d'avoir. Généralement, on essaye de les laisser en place, mais quand on peut, on essaye effectivement de les délocaliser. Ça n'est pas toujours facile, mais c'est un objectif qui est visé en tout cas. Juste une petite question de précision, puisqu'on est sur du verdissement. Est-ce que vous avez des mesures pour encourager ou s'il y a des choses qui les empêchent que s'installent plusieurs toitures vertes ou écologiques dans les nouveaux développements? Facture? Les toitures vertes, les potagers urbains sur toit. Est-ce qu'il y aura des mesures d'encouragement ou est-ce qu'il y a des choses qui les empêchent? En fait, non, qui les empêche, ça ne vient pas certainement pas de la ville, mais nous, on a des critères à l'effet de favoriser ce genre d'aménagement-là dans les nouveaux projets, en tout cas. Fait que tout nouveau projet, ça fait partie des critères d'évaluation des projets, en fait. Le PPU, si je peux me permettre, ajoute aussi prévoit là, une modification réglementaire là, qui va probablement être adoptée avant même l'adoption du PPU qui favorise, entre autres, l'aménagement de toitures vertes et le verdissement. Sur les basilaires précisément, là, parce que comme on prévoit une forme urbaine composée donc, de basilaires, donc des constructions avec un socle, des premiers étages, puis un élément, une tour plus en hauteur, mais en retrait, ben, sur l'espace donc au 3/4e étage, là, mettons, ou plus haut, sur le toit des basilaires, on prévoit là, d'obliger la création de toitures vertes accessibles aux résidents. Parfait, merci. Maintenant, nous allons passer aux questions sur le patrimoine. Question de Brice Armin. J'habite dans un immeuble conçu par l'architecte Joseph Venn en 1890. Actuellement, celui-ci n'est pas entretenu adéquatement de manière à préserver son cachet historique et ses particularités qui font le charme du village. J'ai remarqué ces derniers temps que plusieurs immeubles anciens et patrimoniaux étaient laissés à l'abandon jusqu'à démolition en raison de leur dangerosité. Par la suite, un immeuble neuf de condos sort de terre et la spéculation locative va bon train. Qu'est-il prévu pour la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux possédés par des propriétaires privés qui augmentent les loyers tout en délaissant ou entretenant à minima ces édifices? Est-ce que les autorités publiques peuvent obliger et accompagner les propriétaires à rénover ces bijoux patrimoniaux? Une des premières choses qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce qui favorise souvent le remplacement du bâti, c'est la possibilité de densifier, donc de construire plus de logements ou plus de pieds carrés. Actuellement, dans le quartier, ce qui est proposé dans le PPU, dans la partie construite, la partie habitée, c'est plutôt de réduire ou de maintenir un zonage très, très bas qui ne favorise pas le remplacement du bâti, qui favorise plutôt de le maintenir. Maintenant, au niveau des subventions, il y a toujours un programme qui est reconduit d'année en année de subventions pour l'entretien des bâtiments, pas seulement les bâtiments d'intérêt, en fait, les édifices en général, résidentiels. Et puis, sauf évidemment quand c'est des bâtiments qui ont un statut au niveau de la loi sur les biens culturels ou son équivalent, là. Il n'y a pas de subvention attitrée de la ville
pour des fins de patrimoine comme tel. C'est plutôt le parc immobilier en général. Voilà. Je ne sais pas si... Alors, maintenant, nous allons passer aux questions sur la mobilité. Prochaine question. Question de James Luca Pinel. Dans la consultation publique précédente, les voix citoyennes et communautaires se sont élevées à l'unanimité afin de rendre les berges du Saint-Laurent plus accessibles aux Montréalais et Montréalaises. Pourquoi l'accès aux berges situées à l'est de la rue Panet est-il limité par une seule passerelle enjambant les nombreuses voies ferrées? Page 63 du PPU. Alors, ça a été évoqué déjà un petit peu tout à l'heure pour l'accès au fleuve, c'est qu'à peu près les 2/3 des abords du fleuve sont dans l'enceinte du port de Montréal. Donc, c'est à la fois une zone de logistique et puis c'est aussi une zone sous douane. Donc, c'est un lieu sur lequel on ne peut pas imaginer de réappropriation à cet endroit-là. Donc, nous, on a travaillé avec cette contrainte-là et la passerelle qui est proposée dans l'axe de la rue de la Visitation, elle est là parce qu'on est à la limite ouest de la propriété du port de Montréal. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est parce qu'on est à la limite est, à l'inverse de la rue du port et puis de la rue qui longe le fleuve le long du port de Plaisance. Donc, c'était l'endroit le plus approprié pour positionner une passerelle et donc un lien qui permette de rejoindre le bord du fleuve. Et puis, ensuite, il y a l'autre partie plus à l'ouest, l'autre partie le long du fleuve qui est effectivement le port de Plaisance qui appartient à la Société du Vieux-Port, donc à la structure fédérale, qui à une époque avait des projets également de passerelle ou de réappropriation aux abords du fleuve. Mais comme actuellement il n'y a pas de projet, on n'a pas pu intégrer d'éléments supplémentaires qui pourraient venir de leur part. Merci. La prochaine question. Question de Christine Beaulieu. Quel est l'aménagement prévu à la sortie de la passerelle du prolongement de la rue de la Visitation? Comment les gens accéderont à l'espace d'exposition de la passerelle? Pour la passerelle, donc il y a deux accès. Il y a l'accès par le nord qui se fera par le prolongement depuis le prolongement de la rue de la Commune. Donc le trottoir sud de la rue de la Commune permettra d'accéder à la passerelle pour enjamber les voies ferrées et puis descendre vers le fleuve. Cette passerelle sera pour les piétons et puis pour les cyclistes. Et donc, une fois qu'on aura enjambé les voies ferrées, la passerelle descendra ensuite, à voir comme les images qui sont proposées dans le rapport, mais on peut imaginer une rampe et puis des escaliers qui permettent de descendre jusqu'au niveau du quai du fleuve. Et puis, s'il y a un espace d'exposition, par exemple des activités du port, ça, il faudra voir dans la conception de la passerelle si c'est au pied de la passerelle ou si c'est sur la passerelle. Mais là, ce sera quand on s'occupera de la réalisation de ce projet qu'on pourra rentrer dans ce niveau de détail-là. Est-ce que vous pouvez juste succinctement, vraiment en quelques mots, nous dire quelle est la réception des compagnies de chemin de fer et du port de Montréal pour la réalisation de cette passerelle? Alors, pour la réalisation de cette passerelle, nous, on avait discuté avec les représentants du port de Montréal. Donc, dont une personne qui s'appelle Christine Beaulieu qui vient de poser la question. Bon, merci Olivier. Donc, effectivement, on a rencontré les gens du port de Montréal pour définir cette passerelle avec eux. Donc, l'emprise qui est proposée tient compte de leur préconisation à eux. Par contre, nous n'avons pas rencontré les utilisateurs de la voie de chemin de fer parce que notre interlocuteur privilégié était effectivement le port de Montréal, qui nous avait dit qu'évidemment, dans les étapes subséquentes de réalisation, il faudrait évidemment qu'on voit les opérateurs ferroviaires, c'est évident. Oui, non, la question se pose parce que dans d'autres projets, le train s'y est opposé, donc les citoyens, des fois, sont inquiets. Oui, mais par exemple, on voit que dans le projet du campus Outremont, la passerelle a pu être réalisée. Il y a des conditions à remplir, notamment sur les côtés pour éviter qu'il y ait des objets qui tombent ou autres. Donc, ça, on le prendra en compte évidemment au moment de la réalisation, mais qui n'est pas pour forcément les 2-3 prochaines années, mais peut-être un peu plus tard. Merci. Est-ce que je pourrais juste ajouter que c'était reçu quand même assez positivement l'idée de rapprocher les gens du port un peu de façon sécuritaire pour démystifier les activités? Merci. Alors, prochaine question. Question de Christine Caron.
Les recommandations du rapport relatif à la finalisation des études d'opportunité du réaménagement de Ville-Marie en boulevard urbain ont-elles été mises en œuvre? Connaît-on les impacts de ce projet sur la circulation des rues Notre-Dame et de la commune Est dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal? Peut-on nous assurer que celles-ci ne deviendront pas des rues de transit? Alors, les conclusions ou les préconisations du rapport indiqué n'ont pas encore été mises en œuvre puisque la réhabilitation, la transformation de la fin de l'autoroute en boulevard n'est pas effective. Donc ce sera dans les prochaines études qui intégreront notamment aussi une étude sur les impacts en matière de circulation. Nous, dans l'exercice de planification du PPU, le principe, c'était de poser les bases d'un réaménagement qui soit viable du point de vue de la circulation et du point de vue des circulations routières, évidemment, mais aussi et avant tout piétonnes et cyclables et en transport collectif du nord vers le sud pour justement croiser ces anciennes barrières et pour en faire des lieux qui soient des liens et non plus des coupures dans la ville. Donc, il va y avoir toute une définition d'un certain nombre d'études à réaliser dès l'année prochaine et puis les années d'après avec le ministère des Transports pour justement valider l'ensemble des contraintes à régler pour la mise en œuvre de ce futur boulevard. Et pour les rues adjacentes, eh bien, c'est la même chose. L'idée, c'est que, évidemment, ce n'est pas en transformant la fin de l'autoroute en boulevard, l'idée, ce n'est pas que la rue Notre-Dame ou la rue de la Commune deviennent évidemment des axes de transit supplémentaires. Donc, il faut le voir ça dans son ensemble et ce sera l'objet des études à venir dans les prochains mois. Donc, si je comprends bien, ce plan actuel n'est pas basé sur d'études de circulation et l'impact que ça aura sur la circulation qui est intense dans ce point. Le plan qui a été, la proposition qui est faite du boulevard Ville-Marie s'appuie sur sur 3 études. Celle qui a été mentionnée par le citoyen ou la citoyenne. Et puis, il y a eu ensuite les études que nous avons conduites avec une équipe d'architectes de paysage et des ingénieurs pour valider le profil en travers, donc la capacité à 4 voies de circulation ou à 3 voies de circulation en fonction des endroits, et de vérifier que les mouvements de tourne à gauche pour rejoindre l'avenue Papineau ou pour rejoindre l'avenue de Lorimier étaient réalisés de manière sécuritaire. Donc ça, c'était la base, et ça a été réalisé par ces équipes. Par contre, le travail, ensuite, la prochaine étape, c'est celle effectivement de faire un certain nombre d'études avec le ministère pour confirmer ces principes-là. Et une étude de circulation, notamment, fera partie de ces nombreuses études. Il y a aussi des études en matière de sécurité. Il y aura des études en matière de signalisation pour la sortie du tunnel. Donc, c'est le programme de travail, comme il y en a toujours, pour raffiner le projet et puis réaliser l'ensemble des phases d'études. Prochaine question. Question de Marie Bourbeau. Dans le projet immobilier de Prével, on veut créer 2 rues. Qu'advient-il du grand parc central réservé au transport actif dont parlait le promoteur? Le parc, en fait, il y a 2 éléments là-dedans. Donc, l'idée est de créer 2 rues. C'est une demande qui vient, si vous vous rappelez, dans le PPU Sainte-Marie. Il y avait une demande à ce que la perméabilité des passages est-ouest dans le quartier soit favorisée par des axes piétons ou routiers. Donc, l'idée a été de reprendre le tracé existant des rues Tansley et Falardeau qui sont à l'ouest du pont et de les continuer. L'autre élément est que le parc central dont parle le promoteur et que nous mentionnons, nous également, il provient d'une obligation qu'a le promoteur à fournir 10% pour contribution pour fin de parc. Donc, nous avons c'est la ville qui décide si cette contribution est monétaire. Je vous épargne les détails, mais l'idée est que cette contribution-là soit en terrain et qu'elle permette aussi de respecter les vues sur le pont Jacques-Cartier qui sont aussi devenues obligatoires par l'adoption du PPU. Mais juste pour préciser, le promoteur avait annoncé un grand parc central. Ça change ou pas? Ça change
pas pour l'instant. Ce parc central-là, central en termes d'îlots ou grand parc central parce que le parc peut être central au centre de l'îlot, c'est ce qui va. Ça reste à discuter avec le promoteur. Mais si on parle d'un parc central qui, dans le sens qui permet que les gens du public peuvent y accéder, c'est obligatoire. L'idée, en fait, l'idée d'un axe nord-sud entre René-Lévesque et Sainte-Catherine, d'espace public et vert, demeure dans le projet jusqu'à nouvel ordre. C'est pas... Merci. Prochaine question. Xavier Santerre demande, pour les nouveaux passages publics planifiés, pourquoi opter pour une servitude de passage plutôt qu'un lot public qui pourrait ou non être indépendant de la propriété en sous-sol? Quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour garantir un accès public à ces espaces? Une servitude d'accès public, ça garantit un accès public à un espace, premièrement. Deuxièmement, pourquoi par servitude plutôt que par propriété superficiaire? Les propriétés superficiaires, c'est compliqué en termes de responsabilité civile sur le long terme, surtout s'ils mettent du stationnement en dessous ou quelque chose comme ça. Tandis que la servitude, dans ces cas-là, elle est plus facile à opérer ou en tout cas à mettre en œuvre. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus. Ben non, mais qu'une servitude peut être perpétuelle. Donc, ça peut être effectivement très, très, très ancré là, et assurer un accès public à tout jamais. Merci. Prochaine question. Question de Daniel Gaudreau. Qu'est-ce qui justifie l'omission d'indiquer sur la carte interactive les 2 pistes cyclables existantes qui longent les 2 côtés de la rue Plessis entre Ontario et Sainte-Catherine? Le tracé actuel linéaire cumule 1,17 km. Écoutez, je ne sais pas, on va vérifier. S'il y a une omission, c'est une omission. Mais vérifiez, puis vous nous reviendrez avec la réponse correcte. Oui. Merci. Ça doit vraiment être une omission parce qu'il n'y a aucune raison qu'on le retire. Ça faisait partie des axes identifiés. Parfait, merci. Prochaine question. Question de Guillaume Lenigin. Où seront situées les 7 nouvelles voies cyclables? Allez-vous enlever les stationnements en bordure de rue pour mettre ces pistes cyclables? Si oui, d'un ou 2 côtés des rues et quelles rues? Pour les aménagements de pistes cyclables, on redonnera la liste des 7, si effectivement il y en avait 7, mais sur le principe en tout cas de réaménagement, il y a 2 options. La première, c'est soit effectivement de supprimer 1 ou 2 côtés de stationnement, ça c'est la première possibilité. L'autre possibilité qu'on priorise, c'est plutôt de faire ce qu'on appelle du vol de voies, c'est-à-dire que quand on a par exemple 2 voies de circulation dans un sens, c'est plutôt de retirer une voie de circulation et puis de la dédier à la circulation des vélos et de maintenir le stationnement. Donc, en fonction des configurations de rue, c'est ces 2 avenues-là qui seront à étudier et de voir quelle est la meilleure. Il est certain qu'on ne pénalise pas les mêmes personnes quand on réalise ce type d'aménagement. On favorise la circulation et la sécurité des cyclistes, ça c'est évidemment le premier objectif, mais par rapport au réaménagement de rue en tant que tel, la suppression du stationnement va pénaliser les riverains immédiats ou les utilisateurs de ces espaces-là. Par contre, le vol de voie va pénaliser les automobilistes qui circulent sur cette rue-là. Donc, en fonction des configurations, c'est l'un ou l'autre qui sera privilégié. Et puis, ces transformations-là pourront faire l'objet de consultations comme ça arrive maintenant. Donc, dans les années subséquentes, puisque tout ça ne va pas se réaliser évidemment du jour au lendemain, mais lorsque ces pistes, ces aménagements cyclables devront être réalisés, on en fera évidemment de la publicité pour pouvoir en discuter des principes d'aménagement. Merci. Prochaine question. Question de Xavier Santerre. Où en sont rendues les discussions avec le ministère du Transport du Québec par rapport au transport collectif structurant proposé dans l'axe Ville-Marie-René-Lévesque?
Est-ce certain que ce transport emprunterait le boulevard René-Lévesque ou est-ce que d'autres options sont également à l'étude? Quand est-ce que le type de transport, REM, tram, etc., préconisé sera connu? Il y a plusieurs questions, évidemment, dans la question. Pour ce qui est du tracé, ça a à voir avec le type de mode qui peut être réalisé. Donc, il y a plusieurs options. Il y a un peu comme ce qui va se faire sur le SRB P9, c'est-à-dire un site propre au milieu de la chaussée où circule un bus dans chaque direction. Ça, c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, on pourrait avoir ça. Ça peut être aussi un tramway qui reprend à peu près le même principe, c'est-à-dire d'être au milieu de la chaussée. Et puis, au lieu d'avoir des bus donc avec des pneus, on a des rails et puis des tramways qui circulent dessus. Et puis, l'autre option, la troisième option, c'est celle du REM ou d'un métro, où là, à ce moment-là, on est soit en surface, soit enterré. Actuellement, la CDPQ Infra, donc ceux qui réalisent le REM à l'ouest sur l'île de Montréal, ont un mandat d'étude du gouvernement du Québec pour analyser la desserte de l'est de l'île avec le centre-ville de Montréal. Donc ça, c'est des études qui sont en cours et dont les conclusions seront connues dans les mois à venir. On n'a pas encore l'échéancier. Donc ça, c'est le premier point. Et en fonction de cette étude-là, qui évidemment est du mode qui sera retenu, qui va être extrêmement structurant, c'est de là qu'on pourra raffiner en fonction de ce qui sera identifié à ce moment-là, puis de ce qui sera ensuite validé, de savoir si le boulevard René-Lévesque, comme on l'a illustré, pouvait être un axe de transport collectif ou pas. Pourquoi nous, on a voulu indiquer un mode tramway sur le boulevard René-Lévesque? À ce titre-là, le mode tramway, ce n'est pas un train, c'est comme un bus, c'est-à-dire que le tramway s'arrête à toutes les intersections, là où il y a des feux de circulation, et donc ça permet au mouvement est-ouest et nord-sud de se réaliser. Ça ne vient pas couper l'avenue en deux. Donc, pour ce qui est du transport collectif, nous, ce qu'on a voulu mettre de l'avant, c'est que le transport collectif dans l'axe est-ouest était une des conditions de la réalisation du boulevard Ville-Marie, parce que le boulevard Ville-Marie suppose d'avoir une réduction de la capacité de circulation. Et donc, pour qu'il y ait une réduction de la capacité qui soit acceptable par tous, il faut évidemment qu'il y ait des alternatives de proposer. Et une des alternatives à proposer, c'est évidemment le transport collectif. Merci. Maintenant, nous allons passer aux questions sur le cadre bâti. Prochaine question. Question de Bertrand Chagnon. En tant que nouveau résident du secteur visé par le redéveloppement du terrain de Molson, j'aimerais connaître la hauteur des bâtiments qui seront construits directement en face de mon appartement, rue Atateken. Actuellement, j'ai une superbe vue sur le pont Jacques-Cartier. Je suis préoccupée de savoir si ma vue sera préservée, car j'avais acheté mon appartement en partie pour la vue et le secteur. J'ai cru observer sur la maquette modélisée image des futurs quadrilatères que les bâtiments semblent être particulièrement hauts. Donc, la hauteur sur Molson. La hauteur qui est projetée, c'est à peu près la même que celle du bâtiment dans lequel monsieur habite. C'est pour tout le monde qui nous écoute, on parle de quelle hauteur? On parle du projet Solano, c'est-à-dire qu'il y a des parties on parle des bâtiments qui ont des composantes, des parties qui s'élèvent jusqu'à une vingtaine d'étages à peu près. On parle de 65 mètres comme hauteur et des corps de tour qui sont relativement étroits. À l'exception évidemment d'un emplacement très spécifique qui, lui, pourrait être plus haut dans l'îlot des voltigeurs, sauf que pour ce qui est des vues à partir d'un bâtiment existant sur la rue Atateken, c'est-à-dire le projet Solano, on suppose, c'est des bâtiments à peu près du même gabarit qui sont projetés, en fait, du côté opposé de la rue Atateken. Est-ce que je peux ajouter que l'impact risque d'être même moindre que le projet Solano parce que les superficies planchers des éléments les plus élevés de Solano sont limitées à 650 mètres carrés et c'est également ce qui est proposé. Donc, on a vraiment l'impact ça risque d'être moins envahissant dans le paysage. Merci. Prochaine question. Oui. Excusez-moi.
Question du groupe B des étudiants en architecture à l'Université de Montréal. Est-ce que les volumes présentés dans la vue aérienne de la page 89 du PPU des faubourgs sont représentatifs des intentions planifiées, dont, entre autres, la mise en valeur de la tour Molson par une surélévation du bâtiment jusqu'à 100 mètres de haut? Au-delà de la volonté d'en faire un point de repère bâti, quelles sont les justifications pour l'augmentation de cette tour qui mesure actuellement près de 65 mètres? Conservera-t-elle sa valeur patrimoniale si entièrement reconstruite? La tour en question, vous êtes au courant, c'est pour le tiers, c'est un panneau réclame, ou l'équivalent de. C'est-à-dire c'est un volume, c'est 4 murs de briques avec écrit dessus Molson, puis il n'y a rien derrière. C'est pas un vrai bâtiment. Donc, à cet endroit-là, ce n'est que, je sais pas, un apparat. C'est un gros parapet, un parapet d'environ 20 mètres de haut. Mais ce qui est, nous, on ne sait pas au moment où on se parle si le bâtiment, le volume en question serait exhaussé, donc agrandi ou reconstruit. Ça, on n'est pas rendu là, mais l'idée, c'est de permettre un certain exhaussement. Et comme il est expliqué dans le programme, la proposition consiste à permettre cet exhaussement-là en compensation ou enfin pour stimuler l'intérêt du promoteur à conserver le bâti qui est existant au sol. C'est-à-dire, c'est un incitatif d'une certaine manière. On a beaucoup de coercitifs au niveau municipal. On arrive avec des règlements. On dit tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ça. Mais l'idée ici, c'est d'ajouter un élément incitatif pour qu'ils puissent récupérer un peu la densité et qu'il y ait un intérêt de conserver le bâti, même si certains éléments de ce bâti-là n'ont pas de valeur historique très grande ou même patrimoniale, mais c'est des bâtiments, c'est un ensemble bâti qui a un grand intérêt au niveau de sa globalité. Et l'idée, c'est d'essayer de le favoriser sa transformation, sa conservation. Et d'où l'idée du bâtiment Signal qui serait un peu plus haut et qui prendrait la place du fameux parapet. Aussi, il faut ajouter que justement, comme par rapport à la question précédente, comme le reste du secteur, les hauteurs maximum seront de 65 mètres. Donc, on aura d'autres tours, des petites tours de 65 mètres sur les îlots adjacents à l'îlot de la tour de Molson. Donc, nous, un des principes qu'on voulait faire respecter pour cet îlot-là, c'était justement la prédominance de la tour de Molson, qui est actuellement actuellement le cas. Donc, c'est pour ça que si on l'avait, c'est d'où l'idée de l'agrandir par le haut, parce que comme ça, elle demeurera plus haute que le reste du bâti autour. Sinon, elle se fondrait un peu dans les autres bâtiments qui seraient construits. Merci. Prochaine question. Pascal Félisa demande « Quelles sont les opportunités concrètes de développer l'autonomie énergétique du quartier? » L'autonomie énergétique, là, on ne sait pas si c'est possible, mais on a fait faire une étude d'opportunité pour savoir s'il y avait des sources d'énergie possibles pour le secteur. Donc, c'est une étude d'opportunité qui a été déposée sur le site de l'OCPM. On va entamer une étude de faisabilité pour aller plus loin, puis les sources d'énergie. Donc, on regarde la chaleur des effluents, avec des égouts, la chaleur générée par le fleuve, ou encore les partages de chaleur. Donc, par exemple, un commerce, un espace commercial ou des bureaux qui utilisent de la chaleur pas au même moment que les logements, donc pourrait y avoir un système de partage de chaleur. Donc, c'est un réseau thermique. Donc, ça, on regarde pour implanter ça avec des sources d'énergie alternatives. Mais on ne sait pas encore. Là, on va entrer en étude de faisabilité pour savoir à quel point on est en mesure d'implanter ce réseau-là dans ce secteur. Merci. Mais il y a clairement une opportunité, on pense.
Prochaine question. Question de Guillaume Lenigin. Est-ce que des exigences seront formulées pour que des matérialités similaires soient retenues dans votre recherche d'une variété et d'une originalité d'expression architecturale? Le PPU, il y a des critères. En fait, la matérialité, principalement, c'est géré par l'intermédiaire des critères et des PIA, donc plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, quand un projet est excusez-moi des acronymes. Donc, quand un projet dépose une demande pour un permis, il doit rencontrer certaines exigences. Parmi celles-ci que le PPU introduit, c'est de reprendre certains aspects typiques. Je pense tout de suite à la tour Molson pour laquelle la brique d'argile sera fortement... le mot encouragé est trop faible et forcé est un mot trop fort. OK, deux. C'est bon, merci. Maintenant, on va passer aux questions concernant la mise en œuvre du PPU. Restez avec nous, il nous reste à peu près 7 ou 8 questions seulement. Donc, on va passer tout de suite à la prochaine question. Charles Filion demande au nom du Centre Saint-Pierre, quels sont les critères qui vont déterminer la priorisation de l'exécution des travaux prévus dans le cadre du PPU? Il y a un peu deux types d'échéanciers. Il y a un premier échéancier qui est celui des promoteurs qui vont chacun développer leur terrain, donc sur Radio-Canada, sur Molson et puis sur les Portes Sainte-Marie. Donc chacun a sa propre autonomie et son propre échéancier. Et puis il y a l'échéancier que la ville va pouvoir, ou les échéanciers que la ville va pouvoir définir sur le réaménagement d'un certain nombre de rues, soit pour le verdissement dont on a parlé ou les plantations d'arbres, soit pour la mise en œuvre de bandes cyclables, soit évidemment les deux gros projets qui concernent le PPU, à savoir la transformation de l'autoroute en boulevard Ville-Marie et puis le réaménagement du secteur de la Tête de Pont. Donc là-dessus, sur ces deux projets-là, le premier, le boulevard Ville-Marie, c'est en lien avec évidemment le ministère des Transports. Et puis, donc, on va avoir des phases de rencontres dans les prochaines semaines et les prochains mois pour définir justement l'échéancier des études dont j'ai parlé précédemment en vue d'une réalisation ultérieure. Et puis, le second, c'est sur le secteur de la Tête de Pont. Là aussi, on va le faire avec, évidemment, la Société des ponts Jacques Cartier et Champlain, PJCCI. Et donc, ce sera en fonction des discussions qu'on aura avec ces deux parties prenantes-là qu'on pourra définir l'échéancier de ces deux projets-là. Juste en complément, je ne sais pas si vous pouvez nous dire de manière très courte, là, si le MTQ ne priorise pas la transformation du boulevard Ville-Marie à court ou moyen terme, qu'est-ce que ça affecte pour la planification de tout le territoire? Alors, la position du MTQ, c'est d'être propriétaire de l'infrastructure, mais ce n'est pas lui qui réalisera les travaux et ce n'est pas lui qui financera les travaux. Donc, la réalisation des travaux, ce sera en fonction de la capacité financière et des accords qu'il y aura avec le ministère. Mais il n'y a pas à imaginer de priorisation des travaux du ministère puisqu'il n'y aura pas de travaux de la part du ministère. Donc, c'est le programme d'études dont j'ai parlé dans les questions précédentes, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir définir sur l'année 2020 et 2021 comme l'ensemble des préconisations à rencontrer pour la validation de certains aspects qui préoccupent le ministère, que va pouvoir se décliner un échéancier d'études et ensuite un échéancier de travaux et un coût de projet évidemment avec. Donc, c'est plus la capacité de la ville à réaliser ses études et puis ses travaux ultérieurement, à la fois dans le cadre de la post-pandémie et des crises et autres, mais c'est ça qui va déterminer notre échéancier de travail en lien évidemment avec ce que va nous demander le ministère. Et pour ce qui est des voies d'accès au pont Jacques-Cartier qui seront modifiées dans le nouveau quartier, quel est le rapport là, entre la ville et les autorités du pont pour le réaliser? La ville peut aller de l'avant ou il faut absolument que le pont, les autorités qui gèrent le pont soient d'accord? Alors, pour les avenues, c'est-à-dire principalement l'avenue de Lorimier et l'avenue Papineau, ce sont des artères qui appartiennent à la ville. Par contre, dès qu'on rentre dans les courbes qui permettent de monter au pont, là, on rentre dans la propriété de PJCCI, du pont Jacques Cartier.
Donc, il y a là aussi des accords à trouver. On n'est jamais chez nous tout seul dans ce projet-là. Donc, ce sont des accords à trouver c'est un partenariat à construire avec PJCCI. On l'a déjà entamé depuis plusieurs années. Par contre, la contrainte qu'on connaît déjà de PJCCI, c'est que les travaux sur le pont ne pourront se réaliser qu'après les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine pour ne pas trop contraindre les franchissements du fleuve, évidemment. Donc, c'est pour ça que dans le PPU, on a indiqué que les travaux sur le pont et la tête de pont arriveraient à partir de 2023 ou 2024. Merci. Prochaine question. Question de Marianne Sabougnan. Quelles mesures sont prévues pour harmoniser tous les projets de construction et d'infrastructures prévus par ce programme pour la prochaine décennie et de minimiser les impacts sur les résidents du quartier alors que l'arrondissement vit dans des chantiers d'envergure quasi permanents depuis plusieurs années? Projet du CHUM, gare Vigée, square Vigée, tunnel Ville-Marie, station Champ de Mars, etc., impactant de multiples artères de façon simultanée. Saint-Antoine-Est, Vigée, Saint-Hubert, Berry, Saint-Paul, Saint-Denis, le village, etc. Alors là aussi, il y a un peu deux temporalités. La première, c'est celle des promoteurs qui réaliseront leurs programmes et les rues à l'intérieur de leurs emprises existantes. Donc ça ne modifiera pas grand-chose puisque actuellement, on ne traverse pas le site de Radio-Canada et on ne traverse pas le site de Molson. Donc pendant que ces travaux se font, il y aura peu d'impact sur les rues environnantes. Pour les deux gros chantiers dont j'ai parlé, c'est-à-dire le boulevard Ville-Marie et puis la tête du pont Jacques-Cartier, ça va dépendre des grands échéanciers dont j'ai un peu parlé précédemment. Et puis pour le boulevard Ville-Marie, juste préciser qu'on souhaiterait que les travaux se fassent en même temps que ceux qui auront lieu dans le tunnel Ville-Marie, parce que quitte à fermer peut-être de temps en temps certaines voies du tunnel Ville-Marie et du tunnel Vigée, eh bien, ça peut être une opportunité de réaliser des travaux justement à la sortie du tunnel. Après, pour tous les autres travaux qui pourraient avoir lieu dans les rues existantes, eh bien là, évidemment, ça devra tenir compte de ce grand environnement, de gros travaux majeurs pour pouvoir identifier des rues sur lesquelles on pourrait intervenir sans qu'elles viennent encore impacter, évidemment, la circulation dans le secteur. Donc ça va être à organiser en fonction des années sur une période de 10 à 15 ans. Oui, juste pour simplifier, je me permettrais, parce que je comprends aussi l'angoisse des citoyens, est-ce qu'il y a des mesures particulières ou des stratégies particulières pensées par Ville-Marie pour apaiser le pauvre citoyen entre les chantiers? Il y a tout un travail qui est déjà fait de coordination des chantiers qui est déjà fait à l'échelle de la ville et puis évidemment à l'échelle du centre-ville. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu une coordination importante. Il y a des choses qui ont été bousculées par la pandémie. Mais il est certain que dans les années à venir, on continuera à porter une attention particulière au fait de ne pas réaménager de rues perpendiculaires ou de rues parallèles l'une à côté de l'autre en même temps. Donc ça va être raffiné au fur et à mesure en essayant aussi de ne pas être contraint des fois par certaines urgences d'intervention. On sait qu'on a des infrastructures qui sont parfois anciennes et que malheureusement, on est obligé d'intervenir 6 mois plus tard alors que ça n'était pas prévu initialement. Donc c'est ça des fois qui vient aussi chambouler une logique d'ensemble qui avait été vue pour simplifier les impacts. Prochaine question. Charles Filion demande « Quel est le mode de gouvernance prévu dans le cadre du PPU des Faubourgs? Pourrions-nous avoir de l'information et des comparaisons sur ce qui se développe comme mode de nouvelle gouvernance pratiquée dans d'autres arrondissements ou dans des projets actuels de réaménagement de sites? » Je ne sais pas à quoi il est fait référence là, dans d'autres arrondissements. C'est sûr que le PPU des Faubourgs, on le voit, c'est un ensemble de beaucoup de projets différents avec beaucoup d'acteurs différents. Donc, dépendamment des projets, il y a des types de gouvernance qui sont distincts. On parlait par exemple du réaménagement du boulevard Ville-Marie. Là, c'est une propriété du ministère des Transports du Québec sur laquelle la ville va réaliser les aménagements et les financer. Donc, ça, c'est un type de gouvernance, donc de partenariat entre la ville et le ministère des Transports. Pour les 3 sites, ce sont des sites privés. Les 3 sites qui vont être développés, donc Radio-Canada, Molson et les Portes Sainte-Marie. Donc, pour chacun de ces sites-là, la ville, l'arrondissement, on a des négociations en fait avec chacun. On a signé ou on va signer des accords de développement qui sont des ententes
contractuels dans lesquels il y a les parties, donc la ville, mais aussi le promoteur s'engage, donc c'est ça, s'engage à réaliser certaines choses. Donc ça, c'est un autre type de gouvernance. Il y a aussi, par exemple, là, on a mis en place, on a décidé que pour essayer de sauver la station de pompage Craig, qui se situe au pied du pont Jacques-Cartier, adjacente au futur boulevard Ville-Marie, on a de mettre en place un comité de travail entre la ville et certains groupes externes, donc qui s'intéressent, donc des groupes citoyens ou des organismes qui s'intéressent au patrimoine et notamment à la station Craig. Donc ça, ce comité-là, par exemple, a déjà été mis en place et a déjà commencé à travailler depuis cet été. Donc ça, c'est un autre mode de gouvernance. Donc là, c'est ça. Donc pour plein de projets, là, ça va être un peu à géométrie variable, dépendamment du projet. Pour l'hôpital de la Miséricorde, on souhaiterait également procéder par appel d'intérêt, donc un partenariat entre la ville et le propriétaire, qui s'avère être le gouvernement du Québec, pour faire un appel d'intérêt à un promoteur privé pour que, selon un cahier des charges soumis par la ville et le gouvernement. Fait que, dépendamment, là, il va y avoir tout un tas de gouvernances différentes. Puis pour le suivi du PPU comme tel, pour le suivi de tous ces projets, de l'ensemble de ces projets-là, on propose un comité de suivi qui pourrait comprendre à la fois des partenaires que je viens de nommer, mais également les différents services de la ville et des représentantes, des organismes représentant le milieu. Donc, on n'a pas encore défini là, qui pourrait être ces représentants-là. Mais bon, on est ouvert aux propositions. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on mettra en œuvre tout ça. Oui, en complément, je peux juste rajouter on a beaucoup parlé du boulevard Ville-Marie. Avec le ministère des Transports, on a signé un cadre de collaboration qui est une entente pour définir justement la méthode de travail entre nous. Donc, on doit le mettre en place d'ici à Noël. Donc, ça fait aussi partie de toute cette gouvernance qu'on met en place en fonction des différents projets qu'il y a à l'intérieur du PPU. Merci. Prochaine question. Question de Charles Filion. Est-ce que les sommes déjà prévues pour diverses interventions seront au rendez-vous malgré la pandémie? A priori, pour le moment, il n'y a rien de remis en question. Et le programme, d'ailleurs, est établi sur plusieurs années. Donc, il va se retrouver dans de multiples plans triennaux à revenir. Donc, c'est un projet qui est plus sur le moyen et long terme. Alors, a priori, il ne devrait pas y avoir d'impact immédiat ou direct. Sinon que pour peut-être des mandats d'études dans les prochains mois qui pourraient être retardés, mais tout au plus, a priori. Merci. Prochaine question. Question de Charles Nadeau. Tel qu'il est mentionné en page 29 du PPU, je cite, « Dans les secteurs établis, le potentiel de nouvelles constructions sur des terrains vacants ou sous-utilisés est restreint. Par contre, des projets de transformation d'immeubles existants ou de démolition-reconstruction peuvent être plus nombreux. » Fin de la citation. Prenant acte de cette situation, le PPU vise donc à, et je cite, « introduire de nouvelles mesures réglementaires visant à prévenir l'érosion du parc de logements abordables. » Fin de la citation. L'arrondissement de Ville-Marie a ainsi adopté dans le courant de l'été 2020 un règlement visant à restreindre les divisions et subdivisions de logements et par le fait même l'éviction de locataires par des spéculateurs peu scrupuleux. Quand l'arrondissement entend-il mettre en place le comité d'intervenants en matière d'habitation prévu à son plan d'action en développement social 2020-2022 et dont la mise sur pied contribuera très certainement à soutenir le maintien d'un parc de logements diversifiés et inclusifs et le maintien dans leur quartier des locataires à faible ou modeste revenu?
Alors nous, c'est sûr qu'on s'occupe et on continue de s'occuper de la partie, de tout l'aspect réglementaire dont la personne, que la personne a mentionné. Pour ce qui est de la mise en œuvre du plan de développement, du plan d'action en développement social de l'arrondissement, donc c'est pas nous, mais a priori, j'ose imaginer que si c'est le plan d'action 2020-2021, le comité devrait être mis en place en 2020-2021. J'imagine que c'est les plans, puisque c'est dans le plan d'action. On pourrait vérifier et revenir avec une réponse plus précise. Oui, d'accord. Ce serait bien si vous pouvez faire quelques vérifications et nous envoyer des informations quant au plan d'action en développement social, surtout donc, en ce qui a trait au maintien des logements. Merci. Prochaine question. Question de Éric Michaud au nom du comité Logement Ville-Marie. En page 119 du PPU, il est mentionné que les principaux terrains du secteur à requalifier appartiennent à des propriétaires privés avec lesquels des ententes sont à conclure pour de nombreuses interventions. Or, la vérificatrice générale de la Ville de Montréal mentionnait le 19 mars 2019, je cite, « Les modifications réglementaires que la Ville ou l'arrondissement concèdent aux promoteurs constituent pour eux des occasions de développement résidentiel à moindre coût. En effet, une fois les modifications réglementaires adoptées, la valeur marchande des terrains augmente, notamment lorsqu'un changement d'usage est accordé. » Fin de citation. Les accords de développement ou ententes d'inclusion dans lesquels les différents promoteurs prendront des engagements envers la ville seront-ils publics? Et comment les citoyens et organismes de la communauté pourront-ils s'assurer que les avantages concédés aux promoteurs ne sont pas disproportionnés en regard des bénéfices accordés à la communauté et à la ville par les promoteurs? Moi, je vais parler pour l'accord de développement de Radio-Canada qui est déjà public et diffusé sur le site de l'OCPM. Sa version renégociée, comme vous le savez, il y a une rue à changer, donc on parle de la rue Baudry et ce sera la rue de la Visitation. Sa version renégociée sera également publique. Je laisse mes collègues s'ils ont des choses à ajouter sur Molson. Les accords de développement sont toujours publics, sont adoptés par le conseil municipal. Donc, c'est des documents publics. Alors, tous les accords qui seront faits le seront. Donc, on travaille en toute transparence. Nos règlements sont publics. Les ententes avec les promoteurs sont publiques. Tout ça, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Alors, même quand il s'agit juste de modifications réglementaires dans le cadre d'un seul projet, ça aussi, c'est public. Absolument, oui. À moins que ce soit un strict changement de zonage, mais dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un changement de vocation d'un secteur au complet. Est-ce que sur le site de Molson, a priori, on ne peut faire que brasser de la bière actuellement, ou en tout cas faire de l'industrie lourde, ou on peut même pas construire de logement? Est-ce que c'est un grand avantage, considérant qu'on recrée un quartier, on retisse la trame urbaine, et il faut évidemment qu'on adapte le zonage aussi à ces circonstances-là. Bref, c'est des vases communicants, là, mais oui, quand c'est des projets particuliers, tout ça, c'est toujours public. D'accord. Juste pour la clarification pour ce citoyen, c'était juste, quand il s'agit aussi juste de modifications réglementaires, même pour un seul projet, c'est public aussi, où il y a des choses qui ne sont pas publiques. Non, non, une modification réglementaire est toujours publique, même juste pour préciser, l'arrondissement a mis en ligne sur sa carte interactive toute la cartographie des modifications réglementaires, et c'est franchement un outil très facile, pas facile, mais oui, mais moi je le considère facile, très user-friendly. Donc, Est-ce que juste pour l'information aux citoyens, vous pourriez juste nous envoyer le lien à nous, à la commission? Nous, on trouve exactement cette carte-là, juste pour qu'on leur montre où elle est. Excellent. Merci. Alors, une autre question. Question d'Elias Atala. Est-ce que la Ville compte définir un périmètre de droit de préemption urbain ou identifier des immeubles ou îlots stratégiques pour mettre en œuvre sa politique de mixité et éviter les spéculations, notamment? Est-ce que la Ville compte aussi définir un périmètre de droit de préemption commercial sur les fonds de commerce
pour permettre la diversification? Alors, c'est ça. Donc, la ville dispose d'un droit de préemption. On avait d'ailleurs un droit de préemption sur le site de Molson qu'on a exercé et au cours duquel on a négocié l'entente donc de 2019 et donc à travers laquelle on a eu la ville a demandé et obtenu donc un parc, des rues et un pôle civique et une réserve foncière. Comme on disait tantôt, la Canadian Rubber, qui est donc sur Papineau, au sud de Notre-Dame, est également assujettie à un droit de préemption. Ensuite, l'agglomération de Montréal dispose d'un droit de préemption pour faire du logement social spécifiquement depuis cette année. Au mois de mars 2020, l'agglomération de Montréal a assujetti un certain nombre de terrains à travers l'île de Montréal. Donc, elle a publié là, les numéros de lots qui sont soumis au droit de préemption. Il y en a la majeure partie, je dirais que l'arrondissement de Ville-Marie est l'arrondissement où il y a le plus de terrains assujettis, et notamment dans le secteur des faubourgs. On a travaillé notamment, nous, avec le service de l'habitation pour déterminer des terrains qui pourraient, des terrains et des sites, en fait, des bâtiments qui pourraient être sujets au droit de préemption. Donc c'est ça, maintenant, c'est enregistré au registre foncier du Québec. Les propriétaires sont au courant que leur terrain est assujetti. Et voilà, et donc c'est une information qui est, évidemment, je ne connais pas le numéro de lot, puis je ne pourrais pas vous les lister, mais ils sont disponibles dans le site, dans l'ordre du jour ou dans la résolution du conseil d'agglomération. J'imagine que vous voudrez qu'on les dépose, j'en sais rien. Oui, ok. Si vous pouviez déposer ceux qui... C'est une numéro de lot, hein. C'est une liste de lots. Alors, c'est pas hyper... Est-ce que l'arrondissement est en mesure de nous indiquer où ils sont situés, ces lots? Pour aider les citoyens à comprendre c'est où. De mémoire, la résolution est accompagnée d'une carte, mais la carte n'est pas précise au lot parce qu'elle est à la grandeur de l'île, mais on peut distinguer quand même Si vous pouvez nous envoyer plus d'informations à ce sujet, voyez ce que vous pouvez trouver. Oui. Ce serait vraiment intéressant pour les citoyens. Parfait. Voilà. Alors, ceci met un terme à notre séance de questions et de réponses. Alors, je vais remercier les représentants de l'arrondissement Ville-Marie de leur présence et de leurs réponses. Alors, c'est bien sûr que maintenant, la prochaine étape, c'est celle des opinions. On va avoir terminé bientôt avec les périodes de questions-réponses. Donc, veuillez noter que tous les citoyens, vous avez jusqu'au 2 novembre pour nous faire part de vos idées, vos préoccupations, vos commentaires sur le PPU des Faubourgs dans une opinion soumise à nous, la Commission. Vous pourrez donner votre opinion de diverses façons. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire par la poste, vous pouvez le faire par message téléphonique ou par vidéoconférence. Pour en savoir plus sur les méthodes mises à votre disposition, appelez à l'office, appelez Gilles Vézina au 514-872-8510. Ou encore, vous pouvez vous rendre sur le site de la consultation. Toutes les informations y sont. En espérant que cette séance vous aura permis d'en connaître plus sur cette consultation et que vous participez en grand nombre aux prochaines étapes de l'expression des opinions. Alors, au nom de la Commission, des représentants de l'arrondissement qui sont avec nous, je vous remercie beaucoup de votre participation. Au revoir.